Nos bourgeois se dressent toujours, impérieux, insensibles aux injures du temps, comme aux idiotes réflexions des imbéciles qu'ils écrasent de leur dédain. Un jour viendra où ils seront compris. Ainsi écrit le maire de Calais à Auguste Rodin. Le monument est commandé à Rodin en 1884 par la ville de Calais. Dans l'esprit des responsables municipaux, confrontés à la rénovation et au développement des faubourgs où les fabriques de dentelles mécaniques prospèrent, il est appelé à témoigner du passé historique de la vieille cité et être son symbole. Il doit donc commémorer l'épisode de la guerre de 100 ans, au cours duquel la cité, assiégée par le roi d'Angleterre, est épargnée grâce au sacrifice de 6 notables qui s'offrent en otage, tout nus en leur chemise, la harde au col et les clés de la ville en leurs mains, comme les décrit le chroniqueur Froissart. Au XIXe siècle, la statuaire publique, favorisée par les changements politiques et l'enrichissement des villes liés à la révolution industrielle, prend une importance telle qu'on a pu parler de statuomanie à propos de ces œuvres qui rendent hommage aux grands hommes, témoignent du passé, enseignent et exaltent le progrès. Parmi ces monuments publics, celui des bourgeois de Calais est très personnel et novateur. Personnel car, rompant avec les habitudes des sculpteurs du temps, Rodin crée ses personnages à partir non de modèles professionnels, mais de modèles choisis parmi ses proches et ses amis, et évoluant librement dans son atelier. Novateur, car ce monument ne respecte pas la convention du monument officiel en forme de pyramide qui juche l'effigie du héros à célébrer sur un piédestal orné d'allégories pompeuses. Rodin sculpte un groupe de 6 hommes, placés sur un même niveau, dans une composition qui exprime la solidarité et le sacrifice consentis collectivement. En même temps, les attitudes et les expressions variées montrent comment chaque personnage réagit individuellement à l'approche de la mort. En 1884, Rodin a 44 ans et ce n'est pas la première fois qu'il ébranle les règles de l'art officiel alors tout puissant. Après qu'il ait appris le métier de sculpteur en étudiant les chefs-d'œuvre de l'art ancien, la sculpture grecque, celle de Michel-Ange, en travaillant pour des ornémanistes, des décorateurs et surtout dans l'atelier de Carrier-Belleuse, un des sculpteurs les plus en vogue du Second Empire, dont nous voyons ici la Castiglione, Rodin fait en 1877 sa première grande étude d'un modèle vivant, l'âge d'airain. C'est le scandale. La sensibilité de l'œuvre contraste tant avec le nu froid et banal auquel le public est accoutumé que Rodin est accusé de moulage sur nature. Dans les années suivantes, le Saint Jean-Baptiste, l'Appel aux armes et la Bellone sont des sculptures vibrantes, vivantes, montrant que Rodin accorde la primauté à la vérité humaine, à l'observation et récuse les conventions de l'art académique. À partir de 1880 et jusqu'à la fin de sa vie, il travaille aux quelques 200 personnages qui peuplent la porte de l'enfer. Pour cette porte triomphale destinée au futur musée des arts décoratifs, naîtront des œuvres universellement célèbres, comme Le Penseur, Les Trois Ombres,
Ugolin, l'enfant prodigue. Fugitamor, la Danaïde. La surprenante puissance créatrice de Rodin lui permet de mener de front ses recherches pour la porte de l'enfer, diverses autres commandes, et le monument des bourgeois, dont le modèle définitif en plâtre est exposé en 1889. Il est conservé aujourd'hui au musée Rodin de Meudon. L'individualité physique et psychologique de chaque personnage est mise en valeur par son expression, son attitude et l'agencement de son vêtement. La lassitude du vieil Eustache de Saint-Pierre s'exprime dans les creux dramatiques de son visage et l'affaissement de ses épaules. L'aspect solide et massif de Jandaire, porteur de la clé de la ville, est accentué par les longs plis verticaux de sa robe et une tête aux traits énergiques et déterminés. L'attitude désespérée d'Andrieux-Dandre s'accompagne des rythmes tourmentés de son vêtement. L'épaule dénudée de Pierre de Vissant souligne le mouvement dramatique de sa main levée. Le personnage le plus jeune est Jean de Fienne, qui ouvre les bras dans un geste d'acceptation pathétique. Quant à Jacques de Vissant, à l'arrière du groupe, il a le même visage que Jandaire, complété par un mince collier de barbe. Ce groupe puissant, intense, sincère, a été précédé par une série de maquettes d'ensemble et d'études de détail qui permettent de comprendre la méthode de travail de Rodin. Dès la première maquette, l'idée directrice du groupe est fixée, mais il imagine une présentation triomphale sur un piédestal élevé, évoquant les monuments de Rome ou de la Renaissance italienne. La seconde maquette, dépourvue de socle, montre que le sculpteur étudiait une alternative à la présentation en fonction de l'emplacement du monument dans la ville. Haut piédestal si le groupe se profile sur le ciel, ou installation à ras du sol si la sculpture est placée dans un lieu où elle peut s'intégrer à la vie quotidienne des citoyens. Cette seconde maquette suscita de violentes critiques à Calais, et notamment celle du journal Le Patriote, qui reprocha aux personnages leur attitude découragée, qui blessait l'amour-propre des Calaisiens, désireux au contraire de voir exalter la dignité sans faiblesse de leurs ancêtres. En dépit de ces critiques, Rodin, revendiquant en tant qu'artiste créateur son droit à l'interprétation personnelle, poursuit son travail accumulant les études de nu, de tête, de main, par lesquelles il rend sensible toutes les nuances expressives de chaque personnage. L'intérêt qu'il porte au sujet est tel qu'il persévère alors même que des difficultés politiques et financières locales font peser les pires incertitudes sur la réalisation finale. C'est en juin 1895 seulement que le groupe, enfin coulé en bronze, est installé à Calais, sur un socle conventionnel entouré d'une grille médiocre, tous deux exigés par la ville et aujourd'hui heureusement disparus. Son inauguration donna lieu pendant 3 jours à une succession de manifestations officielles et populaires. Aujourd'hui, outre le bronze de Calais et le groupe exposé dans le jardin du musée Rodin à Paris, 8 épreuves du monument fameux existent dans le monde. En effet, la sculpture au XIXe siècle est un art de reproduction qui,
À partir de l'œuvre initiale, en terre crue modelée par l'artiste, et véritable original, peut se multiplier par des moulages en plâtre servant eux-mêmes à couler des bronzes. Par des procédés mécaniques transposant les proportions, la sculpture peut aussi être agrandie ou réduite. À partir des éléments des bourgeois, Rodin se livrera à plusieurs de ces transpositions, allant même jusqu'à assembler des têtes et des mains des bourgeois à des fragments étrangers au monument. Ces groupements d'un caractère presque surréaliste font percevoir toute la complexité et le modernisme de sa démarche créatrice. Parmi tant d'œuvres étonnantes, citons Iris, messagère des dieux, le torse féminin, ou encore la cathédrale. Ces œuvres affirment la capacité expressive du corps réduit à ses volumes essentiels. De même, ces petites sculptures sur le thème de la danse ne s'inspirent pas des figures conventionnelles du ballet classique, mais au contraire des nouveaux styles d'expression corporelle qui font partie des nouveautés plastiques du XXe siècle. Dans le domaine monumental, la rupture de Rodin avec la tradition s'affirme en 1898 avec le Balzac, dont les formes audacieusement simplifiées ouvrent la voie au mode d'expression de notre temps. Mais déjà, les bourgeois de Calais, outre leur puissance plastique grandiose, affirment une indépendance nouvelle de l'artiste qui, en dépit des réticences et des pesanteurs officielles, impose sa conception créatrice personnelle.